Bonsoir. De fortes pluies sur Abidjan. L'annonce a été faite par la Société d'exploitation de développement aéroportière, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. En politique, c'est le PDCI RDA qui crée de nouvelles instances. Quels sont ces nouveaux organes? Quelles seront leurs missions? Les réponses dans quelques instants. Et Mélissa Djedje est là pour Que dit la loi? Avec elle, il sera question d'infraction en matière de technologie de l'information et de la communication. Et ce soir, nous parlerons de génération consciente et de panafricanisme avec l'homme de médias et de culture, Claude Issiard, sur notre plateau. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on équipe d'informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oui, bonsoir à tous. On est contents. Comme tous les soirs, nous sommes très heureux. Il y a le sourire de Sophie Aïda parce qu'on se fait des confidences en général juste avant de commencer l'émission. Et aujourd'hui, je pense que tout ce que vous me demanderez, je serai OK, Sophie Aïda. Super. Ouais, c'est ça. J'ai le droit de dire, la prochaine fois, je vais voir avec Mélissa pour qu'on n'évoque pas les questions de chantage. Monsieur Kouachi, comment allez-vous? Bonsoir, on fait bien, merci. Ça va bien, vous nous avez manqué hier. Mais vous aussi. Bon, on est content de savoir que vous êtes là. Rayana aussi. Bonsoir Brice. Coupe de cheveux, beaucoup plus... Oui, j'ai fait des petites boucles, des vagues. Oui, très bien. Madame Bleu, Brice, allô? comment ça va? Très bien. Sans les lunettes et sans la tablette. Effectivement. Mais avec les yeux revolver. Toujours. Oh, trop bien, trop bien, très bien. Très bien. Merci. Vous aussi, vous nous avez manqué. C'est gentil. Très bien. On retrouve la team. Voilà, et puis on embrasse Rabia Diallo parce qu'elle va dire après, ah, t'es Brice. Tout de suite, je me tourne vers Rayana pour la petite info. Alors pour la petite info de ce soir, on va parler du championnat d'Espagne de football. Oui. Alors il s'est passé quelque chose de particulier dimanche dernier lors de la rencontre de Séville et de Grenade. Les joueurs ont vécu un moment particulier. Pourquoi? Parce que l'arbitre a arrêté le match, a sifflé la fin du match avant la fin du temps additionnel, normalement qui était censé s'étendre à 4 minutes. Il a sifflé au bout de 3 minutes de temps additionnel. Alors il lui a fallu quelques minutes pour réaliser justement qu'il avait trop vite sifflé. Il est reparti chercher les joueurs dans les vestiaires pour qu'ils viennent jouer la minute restante. Je me demande qu'est-ce qu'il a pu leur dire quand il l'a cherché. Revenez ici. Et ils ont effectivement joué la minute restante, donc il a sifflé le début du reste du match et puis la fin officielle du match. Et quelqu'un a marqué ? Non, le score est resté intact. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tenu quand même à corriger cette erreur qui avait été faite. Même l'entraîneur a parlé en disant que tout le monde peut faire des erreurs et qu'il a essayé du mieux qu'il pouvait de corriger cette erreur. Donc c'est la morale de l'histoire. Quelle que soit l'erreur qu'on fait, ce n'est jamais trop tard, on peut toujours corriger cette erreur. C'était quoi le score du match? 2-1. 2-1 en faveur de Séville. Toujours. Je pense qu'il était pressé de rejoindre peut-être sa femme à dîner ou parce que franchement ça arrive très rarement. Oui, ça arrive très rarement. Ah bon? Très rarement. Là-bas? Moi j'ai vu des matchs où l'arbitre avait sifflé plus tôt, nous tous on était en train de se plaindre. Mais non, il a seulement 14 secondes. Non, parce que généralement le temps minimum, je crois que pour le temps additionnel c'est 4 minutes. Et là, il a sifflé limite à 3 minutes. Et en général, c'est bien affiché, je pense, sur les Oui, c'est bien affiché, tout à fait. Ouais. Ça, je suis chier avec le Zadier. Oh non, je m'apprêtais juste à dire que c'est vil comme information pour une grenade. J'ai vu un arbitre qui s'est fait poursuivre sur le terrain avec un joueur qui avait un revolver. Après, c'est compliqué. Mais c'est pas facile la vie d'arbitre. C'est pas facile la vie d'arbitre. Bon, alors on va faire un tour de l'actualité. Absolument. À tout de suite. L'actualité en Côte d'Ivoire, eh bien, on parle ce soir de ces nouvelles instances créées au niveau du PDCI. 3, c'est dans un communiqué donc rendu public le lundi 26 avril dernier, eh bien, que le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a procédé à la mise en place de 3 nouvelles instances au niveau de son parti, le PDCI. Donc il y a eu un comité, le comité politique qui a pour mission donc
dans lui qui est chargé de l'analyse et de l'élaboration de la stratégie politique et de suivi des activités politiques du parti, comme son nom l'indique. Il y a eu ensuite le comité de gestion et de suivi des élections. Lui, forcément, comme son nom l'indique, c'est une instance permanente désormais qui est cette instance maître d'œuvre devant le président du parti, donc en liaison avec le comité du président, de toutes les actions concourant au renforcement des performances, et là ça m'intéresse, et capacité du parti à réussir à toutes les élections. C'est très important. C'est important. Et lui est dirigé par M. Niam Kekofi, donc le comité politique est dirigé par M. Allah Kouadio-Rémy. Et puis le troisième point, donc la troisième instance, c'est le comité de mobilisation et de développement des ressources. Bon, d'accord, il faut quand même aller aux élections, mais il faut mobiliser les ressources. Lui, sa mission. Donc ce comité-là, comme son nom l'indique, c'est de mobiliser donc les ressources, d'assurer l'autonomie financière du parti en recherchant les voies et moyens de mobilisation des ressources nécessaires à la vie et au fonctionnement du parti. Il faut savoir que les partis politiques souffrent souvent du manque de cotisation de leurs membres. Souvent les gens se disent on a un parti qui a de l'argent, mais il est souvent financé par des individus. Parce qu'en général, les partisans comptent sur le dirigeant, sur ses finances personnelles. Et bon, après, c'est aussi un jeu de dupes parce qu'en général, c'est le partisan, le dirigeant lui-même qui fait l'éloge, la vantardise de ses différents biens, de sa fortune personnelle, pour pouvoir attirer des foules dans son parti. Donc finalement, après, et puis, les cotisations prennent du temps à arriver. Il y a des individus qui sont de vrais... oui, des cash-money, qui ont du cash à donner, qui financent les partis également. Mais c'est vrai qu'en général, les cotisations prennent beaucoup plus de temps au niveau des bases. Voilà. Et donc, pour éviter que ça se fasse maintenant, il y a un comité, lui, qui est chargé d'aller rechercher les financements. Voilà. Peut-être qu'ils vont retrouver ce comité-là chez chacun des membres du parti. Vous me donnez la liste de ceux qui n'ont pas encore payé. En tout cas, on va retenir que la mise en place, cette fois, du comité de cette instance-là, du comité de gestion des suivis des élections, augure de ce que le parti entend désormais prendre une place plus importante au niveau des différentes élections, quand on sait qu'il y en a auquel elle n'a pas participé, donc la formation politique, je vais dire. Sur ce, on passe à un autre sujet. Celui-là concerne les pluies. La Sodexam annonce des pluies déjà. Aujourd'hui, on en a une ce soir. Je pense que c'est cette pluie qui a survenu aujourd'hui annonce en tout cas le début de la saison pluvieuse et qui est censée durer jusqu'en juillet en général. Et c'est dans des prévisions pluviométriques donc livrées le 26 avril, donc hier, que la Sodexam a annoncé des pluies faibles et modérées sur le district d'Abidjan pour la période du 27 au 29 avril. Donc il est prévu pour les 3 jours un cumul moyen compris entre 20 mm et 40 mm de pluie. Et toujours selon la Sodexam, pas de risque d'inondation sur cette période, mais il est toujours bon de rappeler les populations à la vigilance malgré tout. On sait très bien qu'à chaque période, on a des incidents. On a malheureusement, pour les périodes précédentes, 2019, par exemple, 2018, 2020, on a eu des morts. On a eu énormément de dégâts matériels. Donc si je prends par exemple la période du 26 au 28 mai 2020, la Sodexam, qui est quand même très proactive et qui régulièrement délivre des annonces, des prévisions pluviométriques, avait mis en garde, avait prévenu les populations des risques d'inondation, des risques de fortes pluies. Et ensuite, le 25 juillet, on a malheureusement eu ces drames. On a eu une vingtaine de morts, principalement dans des zones comme Cocody, Yopougon, Atekoubé. Par exemple, on a eu le drame aussi qui a survenu dans la cité d'Alabra, où il y a eu énormément de dégâts matériels. On a eu également, malheureusement, des morts. Et il faut noter également que, toujours dans la même période, donc en mai 2020, l'ancienne ministre, en tout cas la ministre Al Ouloto, avait, en tant que ministre de l'assainissement et de la salubrité, elle avait en tout cas lancé un appel aux populations pour les inciter à quitter les zones à risque d'inondation. Donc les campagnes de sensibilisation sont faites avant, pendant la période. Il est important pour les populations de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour éviter de se faire surprendre, parce que ça arrive à chaque fois. Et en général, ça démarre dans la période du 27 mai, du 28 mai jusqu'en juin, et même jusqu'en juillet parfois.
Alors, ce qui est bien à noter, c'est la régularité de ces bulletins. Parce qu'à un moment donné, on leur reprochait de ne pas les produire et donc on se faisait surprendre. Et depuis, je pense, un moment, la Sodexam régulièrement produit des bulletins. On a eu l'occasion de parler avec un des responsables de la structure ici. Donc, on peut dire. Ils sont très actifs sur leurs réseaux sociaux. En fait, en vrai, le problème, entre guillemets, c'est pas vraiment la pluie. C'est comment c'est géré en dessous. Parce que je veux dire, il pleut. Est-ce qu'il y a les canalisations? Est-ce que les habitations? Est-ce que les populations sont dans des zones qui sont inondables, à risque, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir en réalité? Et quand tu parles de qu'est-ce qui est fait en bas, on parle de voies d'assainissement, de canaux d'assainissement pour pouvoir faire diffuser les eaux de pluie. Ouais. Alors, est-ce que les travaux ont pu être menés? Donc, c'est toute la question à se poser. On a vu que des travaux avaient commencé en 2020 après les pluies diluviennes, après les inondations. On a vu par exemple au niveau du carrefour 9 kg qu'il y a eu des travaux, il y a eu des casses. Même au niveau de la cité Alabra également, il y a eu des aménagements, des travaux ont été faits. Je crois qu'il y a un pont qui a été dégagé. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été dégagés en fait pour permettre aux eaux de pluie de pouvoir s'écouler jusqu'à... On parle du bassin de Gourou. Je pense que la plupart des quartiers ont des canaux d'assainissement qui font partie de ce bassin du Gourou, qui se retrouvent en général au niveau de l'Indénié en fait. Donc c'est pour ça que parfois au niveau de l'Indénié on a des inondations parce que les sédiments, donc le sable et les eaux de pluie se retrouvent stockés et coincés au niveau de ce canal. Donc des travaux ont été menés en mai 2020. Il y a même un lancement, une inauguration et tout ça. Donc j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas, on l'espère en tout cas, il n'y aura pas d'inondation. Mais j'ai quand même un point de vigilance sur la zone de la Palmeraie. Ah ouais, ça. Parce qu'il y a toujours des travaux en cours. Je crois que un échangeur est en train d'être construit dans cette zone. Mais la voirie aussi pose problème. J'espère que des travaux seront Moi, j'y menés étais ce week-end. Je pense qu'il a plu entre jeudi et vendredi. Entre jeudi et vendredi, c'était une pluie, on va dire, comme on en connaît, une petite pluie. L'averse, ouais. Mais l'eau était déjà restée stockée en fait, dans des gros trous qui avaient été formés sur les voies. Donc ça creuse en fait davantage les dégâts qui existent déjà, on va dire. Et donc ça pose un réel problème. Et Brice parlait justement de la régularité des bulletins de prévision qui annoncent des risques ou pas. Ça vient à point nommé parce que c'est un réel problème aujourd'hui. Tout le monde en parle. Ils ne peuvent pas faire autrement que de prévenir, que de faire, on va dire, ce qu'on appelle leur travail. Après ça, moi, j'aimerais saisir justement ce petit moment-là pour parler des fake news, parce qu'on en parle souvent sur le plateau. Il faut faire très attention parce que moi, j'ai vu des médias transformer ce qui avait été dit dans ce bulletin-là en alerte risque d'inondation, alors que ce qui est dit, justement, c'est que sur cette période-là, aucun risque d'inondation, justement, n'est prévu. Moi, quand j'arrivais à la télé, tout à l'heure, effectivement, je suis tombé sur une de ces infos-là. Tout à fait. Tout à l'heure, quand Madame Bleu, évidemment, quand on préparait l'émission, effectivement, j'ai eu l'information, mais je me disais, mais comme elle, comme d'autres, vous faites bien de souligner ça. Et ça s'est vraiment joué sur les titres, parce que même dans le corps, en fait, du texte, ils expliquent bien qu'aucun risque d'inondation n'est prévu selon le bulletin, mais le titre, c'est risque d'inondation, on va dire, aucun risque d'inondation n'est prévu pour cette période, donc du 27 au 29 avril. Et on sait très bien, et heureusement qu'ils le font, que la Sodexam publie régulièrement, chaque semaine, des points d'information sur les prévisions météorologiques. Donc, on verra chaque semaine ce que ces prévisions vont nous donner en termes d'alerte, de niveau d'alerte pour pouvoir se préparer également. Et je tiens également, et c'est important de le rappeler, c'est vrai qu'on parle de canaux d'assainissement, de travaux, de déblayage de ces canaux aussi, mais c'est important également pour les populations de rappeler qu'il ne faut pas jeter des ordures dans ces canaux pour les boucher. Mais quand vous dites canaux comme ça, c'est joli. Caniveau. Caniveau, tout simplement. J'essaie d'avoir une... voilà. Vous avez dit canaux, mais caniveau. Une image plus stylisée, mais bon. Effectivement, des caniveaux qui sont remplis d'ordures en général. Et après, on se retrouve à avoir des routes bouchées. Mais tout à l'heure, tu as dit que dans ce communiqué, il est recommandé aux habitants de prendre leurs précautions, de déménager si nécessaire, de quitter les zones d'inondation. J'ai parlé plutôt des périodes précédentes, donc de 2020, 2019 et 2018. Mais mon souci, c'est les gens qui doivent partir, ils vont où? Qui s'occupe de leur déménagement? Est-ce que le souci d'inondation, c'est un souci de la ville
Ou est-ce que c'est un souci Non, après, pour des l'instant, individus? pour cette année, on n'a pas encore d'alerte au On n'est niveau pas des encore à ce zones stade, à oui. quitter Non, ou mais des c'est zones pareil. dangereuses. C'était pour les périodes précédentes, comme à Labra en 2019, où c'était un point de vigilance parce qu'il y avait eu des morts, parce que la zone était, en tout cas, était en alerte rouge. Et il y avait beaucoup d'autres zones comme ça. Mais Par ce que- exemple, ce que les je veux personnes dire, qui c'est que vivent dans des Sophie, bas-fonds. Ma question, Oui. c'est de savoir, les Oui. zones sont rouges Oui. à cause de la population ou à cause... Non, à cause des zones. Si mais vous dans vivez tous les dans cas, des c'est bas-fonds, dans Non, des mais c'est voilà, sûr ce genre que de zones justement, les années dangereuses. précédentes nous ont montré qu'il y a bien sûr des risques Oui. d'inondation et tout ça. Donc il ne faut pas attendre, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il ne faut pas attendre justement que ces inondations-là soient là pour commencer à réfléchir à ce qu'on fait de la Non, c'est pas ça que population je veux ou dire. qu'est-ce que la population Non. fait. Il faut déjà prévoir un plan, je veux dire, Oui, voilà. comme on le dit, on ne sait jamais. Et si cette En fait, population doit partir, où doit-elle ça. partir? Quelles sont les mesures Exactement. d'accompagnement qui sont prévues? Voilà, on ne peut pas juste attendre que l'inondation se fasse, que la population soit sur le fait accompli et que maintenant Quelles sont les certaines mesures personnes d'accompagnement dorment dans la rue, parce qu'on a vu ça. Hein. On a vu énormément de personnes de la société civile aller même faire des dons à ces personnes-là qui sont restées longtemps dans la rue, qui ont trouvé des canapés, on va dire, déjà usés, qui se sont installés dans des... incroyable. qui se sont créés des petits salons et tout ça. Je pense Mais qu'on ça, s'en c'était parce que rappelle. les personnes avaient été surprises dans un premier temps Effectivement. de la gravité de l'inondation de l'époque. Après ça, cas de force majeure étant connu, on dit maintenant... Prenez c'est vos les zones- précautions. Prenez vos précautions, c'est les zones ne pas habiter. Moi, j'habite à la Palmeraie, par exemple, et je me dis, je suis dans une zone où chaque fois qu'il y a une petite pluie, il y a une montée d'eau. Ben, je sens qu'on est en train de peut-être d'aller dans une zone où la pluviométrie devient grande. Bah écoutez, je cherche une maison, j'habite dans le quartier des Non, mais tout le monde n'a pas les moyens de mais- chercher non, mais, automatiquement la maison. Et vous Non, voulez... mais on prend des précautions, On au prend moins des 6 précautions, mois à bien l'avance. sûr. Vous allez parce qu'on attendre sait que l'État, que l'État vienne vous faire on sait que déménager chaque mois, à la on même n'attend pas période, l'État. c'est Moi, pareil. je suis d'accord. Chacun pour sa propre survie, pour sa propre vie, pour s'assurer justement un minimum, on va dire, de confort ou enfin, de non-risque, va bien sûr prendre ses précautions. Mais ce qu'on veut dire, c'est que pour la population qui n'a pas les moyens, parce qu'on sait en Côte d'Ivoire que énormément de personnes ne touchent pas grand-chose. Non, mais c'est Donc, surtout prendre une nouvelle maison, Sophie c'est Aïda, particulier. Quand tu posé cette question-là à Madame Bleu, moi je pense en tout cas hein, que ces avertissements donnés à ces populations dont on parle, ce sont celles qui vivent dans les quartiers précaires et dans les bas-fonds. Voilà, c'est celles-là qui sont vraiment dans les zones à Les risque, glissements de les zones terrain, rouges, il y a des glissements de des terrain. risques d'éboulement. Maintenant, pour ceux qui sont dans des quartiers, comme on peut dire, des quartiers comme la Palmeraie et autres, mais c'est des quartiers résidentiels, vous avez un minimum de moyens, donc vous prenez Après, vos c'est une précautions. responsabilité personnelle. Voilà, ça c'est une responsabilité Mais- personnelle, mais- mais celles qui sont vraiment dans les zones dites rouges et à risque sont celles qui sont dans les bas-fonds et C'est ça. les quartiers précaires. Mais surtout, mon questionnement, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des quartiers qui se développent dans ces zones à risque, en fait. Ça, c'est- à ça, quel- c'est- la ça, pauvreté, c'est- à ça, c'est un autre voilà. questionnement. En fait, Il y a des c'est conditions de la surtout ça. vie. On a vu par exemple qu'il y a des quartiers comme ce que je veux dire, Gobelé. c'est que oui. pourquoi est-ce qu'on laisse, parce que c'est l'État qui est responsable Oui. de ça. Donc pourquoi est-ce qu'on laisse qu'il y ait des quartiers qui se développent dans des zones à risque pour qu'il y ait des inondations, des morts, et qu'ensuite on avertisse la population, on leur demande de prendre leurs précautions. Mais à un moment, c'est En tout cas, c'est pas oh, permis. Ce qu'il y a un fait, c'est que c'est pas permis. Maintenant, Ouais. après, Et en c'est- général, il y a des opérations de On a une minute pour le déguerpissement dans sujet. ces zones où tu dis qu'il n'est pas permis de pouvoir construire. Il y a régulièrement des opérations de déguerpissement. On a vu au niveau de Gobelé, de Washington à l'époque, ou de ces zones. Donc Mais ce qui est intéressant, l'État fait son travail. c'est qu'il faut souligner également ça qu'après ces opérations de Ils reviennent. il y a des gens qui reviennent, Oui, qui oui. Parce qu'ils n'ont nulle s'installent là. part où aller ou qui n'ont pas les moyens tout Peut-être. simplement. En tout cas, la chaîne de responsabilité, c'est vraiment une chaîne. Ouais. Donc, il y a C'est ça. plusieurs maillons. Donc, il y a l'État, il y a la responsabilité des populations elles-mêmes, et puis celle de la Sodexam qui doit nous prévenir, comme elle le fait en ce moment, des différents risques ou pas concernant les pluies auxquelles nous faisons face. Merci Madame Bleu pour ce sujet. On va parler de droit maintenant. Merci Rayana, Je vous en merci pour votre prie. petite info, merci C'était un d'être plaisir. avec nous. Vous cédez votre siège à Mélissa Didier, comme tous les mardis, pour Que dit la loi. Bonsoir tout le monde. Ah, tu sais comment m'a tiré la chaise. Mais ça évolue. Je suis très patient sur cette question-là, parce qu'au début, il se levait pour le faire. Là, maintenant, il a pris une semaine. À deux mardis près. bientôt ce sera avec le Dans regard. 2 mardis à 2 près. Bonsoir Mélissa, comment Bonsoir, allez-vous? oui, ça va très bien. Merci. galanterie à toute épreuve. Très très bien. Alors aujourd'hui, on parle de loi, on parle de loi dans la communication. Oui, donc aujourd'hui, on va voir que dit la loi, plus Oui. particulièrement le code pénal sur les infractions via les nouvelles technologies. D'accord.
Donc, on se dit qu'on peut tout dire quand on est sur Facebook, quand on est sur Twitter, on peut parler parce que personne ne sait où on habite. exactement. Donc ça, c'est des exemples de nouvelles technologies. Donc, qu'est-ce que les nouvelles technologies? Je te passe le micro, Edith, ou... Non, tu as bien démarré, je t'écoute. Tu verras si tu dis vrai. Alors, en fait, nouvelles technologies, c'est un peu un fourre-tout. Ça regroupe large, mais en gros, c'est toutes les technologies, outils, techniques qui, en fait, vont être du domaine de la télécommunication, informatique, audiovisuel. Donc, on a les classiques, télé, radio, Internet, ordinateur. Qui dit Internet dit justement réseaux sociaux, Twitter et tous les réseaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça couvre très large. Digital? Oui. Effectivement. Donc, Ok. tout ce qui regroupe le digital pourrait rentrer effectivement dans le cadre des nouvelles technologies, vu qu'on parle d'utilisation de données numériques. Donc, c'est très large. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que le code pénal? Donc, le code pénal, on l'a vu, hein, pour ceux qui nous suivent, ils connaissent maintenant la leçon. Par contre, pour les nouveaux, c'est l'ensemble en fait des règles qui visent à sanctionner, donc à interdire et à sanctionner des comportements que la société juge inacceptables. Donc, l'accusé va encourir en fait des peines d'emprisonnement souvent ou des amendes ou des amendes. Très bien. Donc, on ne peut pas toutes voir les infractions dans le cadre des via les nouvelles technologies. Par contre, j'en ai sélectionné quelques-unes dont on va parler C'est aujourd'hui. super, c'est super, c'est génial, c'est génial. C'est bon à Et savoir. ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que toutes les infractions dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment dans le cadre des nouvelles technologies. Donc, pour faire plus simple, par exemple, dans le cas d'Internet, ou lorsqu'on utilise son ordinateur ou son téléphone portable. Très bien. Donc, pour être bien clair. Donc, par exemple, j'ai sélectionné la menace, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent. Donc, la menace, c'est des propos ou des actions avec une intention de nuire. Des propos ou des actions qui vont être hostiles. Donc, toute menace qui est faite via les nouvelles technologies, donc via les systèmes d'information, en utilisant son téléphone ou via Internet ou via les réseaux sociaux, en fait, l'auteur peut encourir des peines de prison. Donc, dépendamment. very nice. Donc, on a la menace générale qui va aller, on peut aller avec des peines d'emprisonnement allant de 2 ans à 5 ans de prison, avec des amendes allant de 5 à 20 millions si on est reconnu coupable. Ok, d'accord. Donc, En exemple très pratique, si Monsieur Bleu, par exemple, à qui j'ai envie de dire quelque chose et je ne suis pas content, je dis Monsieur Bleu, la prochaine fois que je vous rencontre, je vous casse le pied. bah, C'est par une menace exemple, là, à travers SMS, donc j'utilise mon téléphone. on est clairement dans ce cadre-là. Donc, Et si la personne dit, si tu ne fais pas, tu vas voir ce que je vais te faire, ou tu vas voir. ça peut être interprété effectivement comme D'accord, une menace. ok. Donc, moi, j'aime bien les exemples tranchés. Donc, Ah, il y a une disons- visée ici, on dirait. Ouais, j'ai l'impression. Ah non, Mais en c'est fait, des- on a différentes menaces. Hein. Donc, on a la menace qui va être générale, comme on a vu. On a des menaces, par exemple, qui est dans le cadre racial, ethnique, etc. Donc, xénophobe. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je traite Sophie de sale étrangère. Tu vas voir, j'en sais rien. Tu vas voir, si tu te retrouves pas à l'hôpital, c'est que je m'appelle pas Mélissa, par exemple. Ça, on est clairement dans le cadre d'une menace. Et moi, je pourrais encourir si j'étais l'auteur. Je ferais jamais ça. Si j'étais l'auteur, j'encours entre 5 à 10 ans de prison. Waouh. Et Wow. des amendes pouvant aller entre 20 et 40 millions. Waouh. Donc, c'est important. Et même les atteintes. Donc là, maintenant, si je vais maintenant où c'est spécifique, donc je menace de porter atteinte à un bien ou à une personne, là, on va aller entre 5 à 10 ans de prison et des amendes aussi allant de, je pense, de 5 à 20 millions. Ça dépend si Donc, on est un bon avocat ou pas aussi. voilà. Donc, si on est reconnu coupable. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des chefs d'accusation. Donc, on peut être accusé des 3 et dépendamment des preuves, en fait, on va écoper. Si on est reconnu coupable, on peut être reconnu coupable de 2 sur 3 ou de Dépendamment 1 de la sur... gravité aussi de Voilà, la menace. exactement. Donc, c'est bien important. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Hein. Donc, je ne sais pas, je suis allée chez mon coiffeur et j'ai demandé une teinture. Je sors avec les cheveux rouges. Et là, je ne peux pas me mettre, admettons, à le menacer via Internet. Admettons, tu vas voir si ton magasin est encore ouvert, si tu peux encore ouvrir ton magasin ou si tu te retrouves à l'hôpital. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut glisser très vite. Dans Très ce cas présent, c'est le statut, la publication, Facebook, Twitter, whatever, Qui sert qui de sert de preuve. preuve. Effectivement. Et si elle est supprimée et qu'il n'y a pas eu de traces, comment les enquêteurs arrivent à retrouver les traces de cette Moi, situation moi, Vous allez j'ai vous une rendre compte réponse. que rien ne se supprime véritablement sur Internet. C'est ça, j'ai une réponse justement parce que quand on regarde aujourd'hui sur Instagram, à l'intérieur des messages, quand on efface un message, il y a une mention en haut qui dit les messages qui ont été effacés peuvent être retrouvés, ne sont pas complètement effacés et s'il y a des poursuites ou une enquête qui doit avoir lieu,
Facebook ou whatever peut donner, en tout cas, ces Vous me faites peur, informations. vous me faites peur, parce que moi je pense savoir supprimer les choses. non, non, Je dis qu'elles existent quelque part. Ah non, rien ne se Je perd. vous rien n'est rassure, passé. même inbox, ça Même ça inbox disparaît. Non, c'est J'ai ça, encore c'est ça. plus peur. Rien Mais n'est c'est passé. pas juste dans le cadre admettons, un poste qui serait public. Hein. Juste le fait de rentrer dans les DM de quelqu'un, de lui envoyer une menace, C'est ça. on est aussi dans le cadre Exactement. d'une infraction. Voilà. Et Si WhatsApp jamais on menace, oui, et WhatsApp, Ça arrive. les notes vocales. Ok. Donc Very nice. Super. ça va très large. Hein. Super. Un appel téléphonique. Très bien. Mélissa, on constate cela. Où est-ce qu'on porte plainte? Où on se plaint? Mais c'est du pénal, hein, donc on se plaint à la gendarmerie et à la police. Donc en général. Maintenant, on a vu, il y a le PLCC qui va être l'organisme qui est une fusion entre La police scientifique et Voilà. la police tout court. De lutte contre la Exactement. Donc, en cybercriminalité? fait, parce que la cybercriminalité, ça implique des notions d'informatique. Donc, il y a un organisme qui a été créé pour justement aider à chercher ces données-là, par exemple, qui pourraient être perdues ou cachées sur Internet. Ou bien retrouver la personne qui croit qu'elle est cachée Voilà. derrière Derrière, son Donc, ordinateur. on aura l'occasion là de parler du PLCC. Très bien. Donc, par exemple, une autre infraction, ça pourrait être l'injure. On a vu l'injure, mais il faut savoir que l'injure, j'ai dit que le code pénal ne traitait pas explicitement de l'injure en personne, par exemple, mais clairement, dans le cadre des nouvelles technologies, via les nouvelles technologies, il y a des sanctions. Et on pourrait encourir entre 1 à 5 ans de prison et des amendes pouvant aller de 5 à 10 millions. Donc, c'est bien important. On ne peut pas faire n'importe quoi, hein, même sous l'effet de la colère. Et via les nouvelles technologies, sachant qu'en plus de ça, il y a toujours des traces. C'est ça. Pour ceux qui nous Bon à écoutent, savoir. j'espère que vous avez bien évidemment. entendu. L'ère d'Internet, Tout on ça, fait évidemment, attention. sur la base des faits avérés. Bien sûr, bien sûr. Donc, une fois que toute infraction, de toute façon, l'État doit faire la preuve. Donc, il ne suffit pas juste d'accuser quelqu'un, il va falloir faire la preuve devant les tribunaux que cette personne a bien commis l'infraction. Parce que si je dis par exemple que Madame Bleu ne sait pas chanter, elle peut considérer ça comme une injure, mais après, il y a un procès. Il y a quand même l'injure, quand même, il y a des propos qui devraient être méprisants. Très bien. Il y a quand même un caractère de méchanceté ici. Et, Après, parce qu'il y a du Et c'est pas il y a- il y a chanter, du- il y a- c'est parce qu'il y a du gentil. sarcasme, Ils chantent comme voilà, il y a de Ça, c'est- l'ironie qui n'est pas comparable à une injure, par exemple. effectivement. Voilà. Donc, il y a quand même une limite. Hein. On n'est pas interdit de tout dire ou de tout faire, mais il y a quand même une limite. Je pense que c'est vraiment très bien à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux, même des gens qu'on peut connaître pour menacer, pour envoyer des notes vocales menaçantes, des messages en inbox, des DM ou des insultes en dessous des Effectivement. commentaires, de photos. Donc c'est très bien à savoir et savoir qu'on peut l'appliquer. Et il n'y a pas juste ça. Et Hein. porter Donc, plainte. par exemple, une autre que j'ai sélectionnée, que j'aimerais bien qu'on en parle, c'est incitation au suicide. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que, en fait, ce que la loi dit, non seulement elle pénalise, en fait, la personne qui donne des méthodes, admettons, de suicide, est passible de sanctions, mais également toute personne qui incite au suicide. Donc, incitation au suicide, c'est très large, hein, parce que c'est tout comportement de manière directe ou indirecte Ouais. qui pousse une personne, donc qui conduit une personne à se suicider. Voilà. Donc, on avait des postes va mourir, pends-toi. ça, c'est clairement, si on est via, en Mais plus, moi, les je nouvelles, parce que là, on est pense toujours dans le cadre des j'ai nouvelles un exemple technologies. qui peut être intéressant. Dernièrement, Fatim Koné, donc la jeune dame qui s'est faite violer par le violeur en série et qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Et récemment, elle publiait une vidéo tout simplement. Et dans les commentaires, j'ai vu, on dirait que toi, tu ne t'es pas faite bien violer. Imaginez ce qui se passerait par la suite si en plus elle est dépressive et que malheureusement il y a un cas de suicide qui arrive. On peut incriminer cette personne. Bien sûr, on pourrait. Donc, c'est vraiment très important parce que c'est tout propos direct ou indirect. Oui. Et puis, on pourrait regrouper effectivement l'harcèlement moral, Ouais. psychologique, Ouais. ou même quelquefois, ça peut arriver aussi même des violences physiques. Oui. Mais même, là, c'est un très bon exemple, mais il y a aussi les exemples des jeunes, des écoliers, qui, en fait, on trouve ça drôle, qui se fait harceler, par exemple, par ses amis, avec des textos, etc., des messages, ses réseaux sociaux, et ça peut être... ces personnes aussi sont passives, Très donc bien. on encourt quand même entre 1 à 5 ans de prison. Il faut retenir qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, même quand on pense qu'on est caché derrière son ordinateur, quand on utilise ces nouvelles technologies-là. Merci beaucoup, Mélissa. On se retrouve Merci, mardi Brice. prochain pour un autre sujet. Oui, On bien marque sûr. une courte pause, le temps qu'on vous serve quelque chose à boire. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, la dernière ligne droite de notre rendez-vous. C'est l'heure de l'invité sur ce plateau.
beaucoup de choses quand même qui se passent sur ce plateau-là, je vais vous le dire. Celui qui nous a rejoint sur notre talk est l'une des figures les plus populaires des médias en Côte d'Ivoire, en France et dans le monde, sur tout le continent africain, sur des étapes. Animateur radio-télé, Claudie Sert avec nous. Bonsoir Claudie, comment ça va? Bonsoir, merci. Écoute, tout va bien, merci de me recevoir. Bonsoir à tous et à tous. Extraordinairement, ça fait la 4e fois que je te rassure un plateau différent. Oui, c'est vrai, mais c'est ça, c'est ce que exactement j'allais te dire. La prochaine fois, où seras-tu? Et Claudie, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, tout le monde le sait, c'est une grosse histoire d'amour. Je voulais dire, est-ce que c'est le même enthousiasme 20 fois après, 30 fois après, est-ce qu'on arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le même état d'esprit, le même enthousiasme, la même joie? Jamais tout à fait avec le même état d'esprit. Et lorsque j'en repars, j'ai toujours une émotion totalement différente. Là, par exemple, en ce moment, je me dis, mais c'est incroyable. Je vois la mutation de ce pays et de toute une jeunesse talentueuse, et quels que soient les domaines. Et je me sens heureux au regard de l'âge qui est le mien aujourd'hui. Je me sens plutôt heureux de voir ça. Je me dis, waouh! Et vraiment, ça me comble de bonheur. Donc c'est une émotion supplémentaire, différente, et je repartirai un peu plus riche qu'en étant arrivé ici. Vous parlez d'âge là, mais comment vous faites? Moi, depuis 15-20 ans, c'est vous quoi. La même tête. Il n'y a rien qui a changé quoi, il n'y a rien qui a blanchi, il n'y a pas de sel sur non, le parce poivre. que alors, j'ai quelques cheveux blancs qui se cachent juste en bas, là, mais quelques-uns, comme s'ils se disaient, je ne vais pas devant, C'est pas le sinon, moment, sinon, ouais. sinon, c'est mort. Mais quel est le secret? Mais je ne sais pas, moi je ne... maman est décédée très jeune, à 69 ans, elle avait quelques cheveux blancs. Et moi je ne fume pas, je ne bois pas, je ne touche à rien qui pourrait faire mal à mon corps. J'ai trop peur de l'abîmer. Et donc vraiment, mais je ne sais pas, c'est une vraie chance en tout cas. Je pense que c'est la danse, c'est les pas de danse qu'on a vus, surtout Ah oui, dernièrement c'est- sur Nyomi. Ça, c'est pas sympa, ça. C'est pas sympa parce que beaucoup de gens pensent que je danse comme ça. Une de mes très bonnes amies, dont je tairai le nom, qui est ivoirienne, qui est une personne importante en Côte d'Ivoire, dont je ne vais pas gâter son nom ici, et qui me dit, mais tu ne sais pas danser, tu as été danseur, mais tu ne sais pas danser. Je lui dis, c'est mon assistante en sortie d'émission, qui me dit, écoute, fais une petite parodie, allez, une petite déconnade. Et donc, j'en sors du studio et je déconne. C'était une plaisanterie. Je ne danse pas comme ça. Je danse mieux que ça. Ça tombe bien, on a des caméras pour, On a des caméras pour faire ça. l'essai. Exceptionnellement. Avant la fin de l'émission, je vais voir. C'est la dernière question. C'est Claudie peut-il danser? Donc je vais voir si je valide cette question. Non, non. Alors, avec Willy, en coulisses, il m'a fait faire le pas officiel. Ok. Donc, et vous allez voir ça sur les réseaux. C'est peut-être déjà sur les réseaux. On a hâte. Alors, Claudie, vous êtes à Abidjan dans un contexte de crise sanitaire. Oui. On sait très bien que la France est confinée, mais même si elle sort de confinement progressivement, qu'est-ce que vous pensez des politiques de lutte contre la Covid en Afrique et notamment le respect des mesures barrières? Je pense que beaucoup jettent l'opprobre sur quelques responsables politiques. Beaucoup pensent savoir ce qu'il fallait faire ou ce qu'il faut faire, en oubliant que personne n'avait été confronté à ce type de pandémie. Les dernières grandes pandémies, alors sur le continent, Ebola, évidemment, quelques problèmes de choléra dans certains pays, mais on n'était pas confronté à cela. Et je pense que la résonance que cela a eu, c'est-à-dire l'extrême violence en Chine, en Europe occidentale, et la réaction des responsables politiques d'Afrique qui ont voulu se préserver de cela, même si au départ certains disaient ce n'est que pour les Blancs et pour les Asiatiques, les Noirs ne seront jamais touchés par ça. Venez en France, dans le département du 93, c'est là où il y a le plus de morts, il y a énormément de morts. Dans cette pandémie, j'ai perdu 12 personnes qui me sont proches, dont 3 personnes de ma famille. Donc voilà. Et je crois qu'il faut accorder du crédit à celles et ceux qui tentent de trouver les bonnes politiques ou en tout cas la bonne manière de combattre la pandémie. L'Afrique s'en sort bien. L'Afrique s'en sort bien, on voit le Sénégal. On voit ce que le Sénégal a fait, ce que le Sénégal arrive à réaliser justement aujourd'hui, même les unités justement de réanimation, même de réanimation, certaines sont vides ou fermées. Donc on voit bien qu'il y a eu un vrai travail. Alors certains, moi je ne suis pas un scientifique, mais certains disent c'est aussi les traitements que ceux sur le continent ont subis étant plus jeunes qui expliquent Antipalidés, exactement, expliquent également. Et puis la résistance de la jeunesse. Ouais. Et justement pour rester dans le contexte Covid, beaucoup de personnes, que ce soit en Europe ou sur le continent, sont très méfiants par rapport au vaccin.
vaccins, Ouais. enfin voilà, aux différents vaccins. Moi, j'aimerais savoir quel est votre regard par rapport à ce vaccin-là, et puis comment est-ce que vous expliquez justement cette méfiance qui anime beaucoup de gens? Alors, je vais commencer par vous dire que j'ai déjà reçu ma première injection. D'accord. Et la première injection d'AstraZeneca. Ah, ok. Hein, Les fameux. je suis presque un héros, mais je suis encore vivant, il n'y a pas eu de thrombose, il n'y a rien eu. Le lendemain, j'étais un petit peu fiévreux, mais enfin, tout ce qui est normal. Je dis souvent aux uns et aux autres, si beaucoup d'entre nous sont en vie aujourd'hui, c'est parce que nous avons été vaccinés étant enfants. Pour justement éviter entre la variole, la poliomyélite et tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie et à nouveau, je ne sais pas comment, un virus qui peut nous tuer. Vaccinons-nous, nous savons que certains êtres humains ne pourront pas résister à cela. C'est où on se vaccine, ou alors on accepte que ce soit comme du temps de la grippe espagnole, que 60 millions de personnes meurent. En se disant, les êtres humains vont pouvoir créer des anticorps qui résisteront. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'homme moderne avec un grand H, la femme et l'homme, on n'est pas prêt à accepter autant de morts parce que la médecine est capable en tout cas de soigner ou d'éviter en tout cas les souffrances. Alors moi je me vaccine et j'encourage les uns et les autres à le faire. D'accord. Pour sortir de la santé, mais pour vous remettre dans le contexte de l'actualité, grand panafricaniste, on vous sait. Moi j'ai juste envie d'avoir votre point de vue sur ce qui se passe en ce moment au Tchad. Quel est le mot pour définir cette situation? Est-ce que c'est coup d'État? Ça ressemble forcément un peu à un coup d'État. C'est toujours difficile de juger au regard. Aujourd'hui, il y a eu 3 morts à N'Djamena. Et il est difficile pour moi de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, on peut évidemment avoir un constat et se dire est-ce qu'Idriss Déby a véritablement succombé à ses blessures après être monté au front, comme il le faisait régulièrement d'ailleurs, il faut jamais l'oublier, ou a-t-il été tué par l'un des siens parce que le règne de Déby, 1990, ça suffit, on est en 2021, on veut autre chose. Toutes les scénarios sont possibles. Maintenant, le peuple tchadien, en tout cas une partie du peuple, celui qu'on voit dans la rue manifester, c'est une minorité en réalité, semble ne plus vouloir d'un héritage. Le père, le fils et après le petit cousin et le neveu. On verra. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps au temps, là pour l'instant. Ce qu'on déplore, ce sont les morts. Ça, c'est sûr. Justement, Claudie, très, très proche du peuple dans ses combats, dans ses convictions, dans ses concepts, dans ses positions, mais également très proche des dirigeants de ces peuples-là. Est-ce que c'est difficile d'avoir cette position un tout petit peu d'interface? Mais c'est faux. Mais je suis très content que tu me dises cela comme ça, que tu me poses la question. Beaucoup de gens se disent, mais oui, mais Claudie, il connaît très bien les puissants. Alors moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Je connais beaucoup de gens. Aujourd'hui, le seul président en Afrique dont je suis l'ami, c'est Patrice Talon. Mais pourquoi? Parce que Patrice Talon, je l'ai connu, j'ai connu sa femme avant, Claudine Talon, puis lui quelques jours après, et il était chef d'entreprise. Ouais. C'est un homme d'affaires. Et très proche de la culture, surtout Claudine. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est restés amis, et on s'est parlé, on se parle régulièrement, on se voit, on mange ensemble, et il est devenu président. Le deuxième président, comme cela, c'est Michel Martelly, qui fut président en Haïti. Et Michel Martelly, mon frère a été son premier éditeur, a sorti ses disques en France. Le gars devient président, et c'est toujours mon ami. Voilà. Mais non, pourquoi je dis ça? Si j'avais été effectivement l'ami des puissants, c'est pas parce qu'on connaît les gens qu'on est forcément l'ami des puissants, je n'aurais jamais pu faire cette vidéo le 15 novembre 2017 où j'indexe tous les chefs d'État au regard de ce que l'on inflige à une frange de la jeunesse qui souhaite partir pour une vie meilleure. Jamais j'aurais pu dire vos noms sortent dans les Panama Papers, dans les Paradise Papers. J'ai reçu la meilleure éducation. Je n'insulte pas mes amis, même si j'ai beaucoup à leur dire. Et là, je ne suis pas ami, donc j'ai une liberté totale. C'est pour ça que je me permets de publier certaines choses, de dire certaines choses, tout en étant respectueux des gens. Sauf que ce jour-là, le 15 novembre 2017, je n'étais pas respectueux, je n'avais pas envie de l'être, parce que je voyais là devant nos yeux, nous tous, nous avons tous vu ce drame de ces jeunes que l'on vend. Moi, je suis issu d'un peuple qui est né dans les fers de l'esclavage. Je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Et ça, pour moi, l'esclavage, c'est quelque chose d'inacceptable. Et l'esclavage qui est encore, sous d'autres formes, autrement, mais est encore vivace sur le continent.
Et est-ce que cet engagement, cette verve, cet engagement panafricaniste et ces mots que vous dites régulièrement ne vous valent pas souvent des menaces Oui, forcément, mais même sur le continent, par exemple. Certaines personnes, même si on me dit oui, bonjour Claudicia Rochette, bravo pour ce que vous faites, mais je sais très bien qu'ils ont beaucoup de problèmes. Je suis aussi bien de temps en temps blacklisté dans certains médias sur le continent. Pas dans certains pays? Dans certains pays, j'ai même été interdit dans certains pays. J'ai été interdit 5 ans en République démocratique du Congo parce que j'avais soutenu de jeunes panafricanistes qui n'ont rien fait, la Lucha et le Filimbi, les deux mouvements, ils se sont retrouvés en prison. Je les ai soutenus et durant 5 ans, je ne pouvais mettre les pieds en RDC. Mon équipe est venue pour fêter les 20 ans de Couleur Tropicale. Mon équipe est arrivée, moi j'attendais mon visa à Paris. Et maintenant on peut le dire puisqu'il n'est plus Premier ministre. Et mon équipe a réussi à ne pas reprendre l'avion grâce à Matata Pognon, donc Premier ministre de RDC à ce moment-là de Kabila. Et lorsque la direction des RFI dit oui, mais il y a Claudicia qui est encore à Paris et qui lui attend son visa, là Matata Pognon dit pour Claudicia je ne pourrai rien faire. Wow. Il est Premier ministre. Wow. Et donc je n'ai pas pu fêter. Donc voilà, tout ça pour dire que j'accepte mes amitiés, mais je ne transige pas sur la dignité humaine. Ça pour moi c'est important. Moi, je voulais savoir, parce que quand on voit vos posts, surtout sur les réseaux sociaux, moi je suis sur Instagram, je vois votre engouement, votre engagement. Je voudrais savoir, en tant qu'Afro-Caribéen, d'où est née cette envie, justement, on va dire, le mot exact m'échappe, mais de... Engagement pour l'Afrique. Oui, voilà, surtout pour l'Afrique, pour le continent, cette voix, d'être cette voix un peu... Porter la cause du peuple. Voilà, et surtout la cause de la jeunesse africaine. D'où vous êtes né ce désir Moi, je suis le fruit de mon époque. Si j'avais vécu à une autre époque, je serais probablement très différent de ce que je suis aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas, certains me disent, mais d'où te vient aussi cette passion pour l'Afrique? Moi, je n'ai pas de passion pour l'Afrique. Est-ce que vous avez une passion pour l'Afrique? Vous êtes africaine. Et moi, je suis un afro-caribéen. Et dans afro-caribéen et ma terre guadeloupéenne, si vous venez en Guadeloupe, vous dire, mais je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Les comportements des gens, ce que sont les gens, c'est de l'africanité. Et ces terres sont gorgées d'africanité. Donc c'est ce que je suis. Je ne me suis jamais interrogé sur cela. Et parce que moi, j'ai toujours rêvé dans mon métier, j'ai fait beaucoup de choses en France et tout cela, mais au moment où tous mes copains rêvaient, j'étais chroniqueur sur France Inter, mais tout le monde rêvait d'être à RTL ou moi j'aurais pu revenir à Europe 1. Moi je rêvais que d'une chose, c'est d'être en prise directe avec l'Afrique. Et j'étais frappé à la porte d'Africa numéro 1 et on m'a dit ah ouais, ça serait super, vous êtes tous les dimanches matins à la télé, ce serait génial. J'étais sur M6 et sur la 3 à ce moment-là. Et puis 15 jours après, on me dit « Oh, mais vous savez, ça va être un peu compliqué parce que certains ont peur de votre venue, vous allez leur faire de l'ombre. » Et 15 jours après, c'est RFI qui m'appelle et aujourd'hui, Couleur Tropicale. Ce que je veux dire par là, c'est que cet engagement qui est le mien, il correspond juste à une époque, avec une jeunesse qui s'éveille. Pourquoi je vous disais tout à l'heure, à mon arrivée, je suis très heureux de voir ce qui se passe sur le continent, de voir cette effervescence, de voir tous vos talents à toutes et à tous. J'ai connu une époque où ces talents-là étaient bridés, où on ne leur permettait pas d'exister, où il n'y avait aussi pas les médias aussi pour qu'ils puissent exister, où on n'écoutait pas autant la jeunesse qu'on l'écoute maintenant, même si on ne l'écoute pas encore suffisamment. Et c'est pour ça que tout mon engagement, il vient de là. C'est comment ma génération peut être une génération de gens qui deviennent des passeurs. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Ma vie ne vaut rien sinon. Très bien. Claudie, on parlera de médias tout à l'heure, juste après une pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité Claudie Siard, homme de culture et de médias. On parle justement de médias. On a parlé de Covid, on a parlé d'engagement, de génération consciente. On aura certainement avant la fin de l'émission l'occasion de revenir sur ces points-là. Mais on va parler de médias. 25 ans, plus de 25 ans sur un média. Qu'est-ce qui justifie cette longévité? C'est quoi cette passion-là qui s'éteint jamais? Passion, raison, responsabilité, argent. Argent? Non. J'ai vu le reportage tout à l'heure dans le journal sur les journalistes, l'accession à la propriété pour les journalistes ivoiriens avec un accord qui vient d'être signé. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant. Non. Moi, l'argent, pour moi, n'est pas une motivation. Pour moi, l'argent, et durant très longtemps, j'ai toujours, depuis très longtemps, très bien gagné ma vie. Et l'argent, je le dépense. Parce que pour moi, l'argent est un moyen. Où je finance des choses, où j'aide des gens, alors les gens de ma famille évidemment avant tout, mais avec le temps, on finit par devenir un peu économe, un peu fourmi, en se disant on va arrêter d'être trop cigale. Voilà, non, mais l'argent ne motive pas. Je pense que ce qui motive, moi je suis devenu homme de médias un peu par accident.
C'est-à-dire, moi j'ai une formation de chant, danse et comédie. Alors c'est pas comme dans la danse, et un jour au théâtre, je jouais au théâtre, et un copain me dit, mais tu devrais faire de la radio, tu as une voix pour faire de la radio. Et là, en disant ça, je prends ma plus belle voix. Il y a eu un truc là sur le coup. On est fin 83, on est au début des radios libres en France. Et donc en 84, janvier 84, je commence à faire de la radio. Et moi qui étais déjà quelqu'un de très engagé depuis l'âge de 16 ans, très militant, afrocentrique, panafricaniste et tout ça. C'est bien cette précision-là, parce que certains se sont posé la question de cet engagement-là que vous avez. Ouais. Je rappelle qu'on se voit juste à l'antenne, que vous avez, qui paraît même pour certains très récent, mais c'est bien cette précision-là. Non, mais moi, dès l'âge de 10 ans en réalité, ma mère avait eu la lumineuse idée de m'abonner au courrier de l'UNESCO. Et je découvre un article sur l'Afrique du Sud. Et on m'explique que le salaire d'un mineur noir est inférieur à 50% à celui d'un blanc parce qu'il est noir. Wow. Ça, il y a eu un déclic dans ma tête, parce que j'avais conscience que j'étais noir, évidemment. En plus, j'étais en pension à ce moment-là dans un petit village de Haute-Provence, 95 habitants. Il n'y avait aucun noir probablement à 100 km à la ronde. Les gens défilaient tous dans la maison des viticulteurs chez qui j'étais pour toucher mes cheveux et pour voir le noir. Ils n'avaient jamais vu un noir en vrai. Wow. Donc j'avais conscience de qui j'étais. Et donc ça a été un déclic. Et ça a toujours dicté ma vie. Donc dès l'âge de 16 ans, on commençait les premiers engagements, on se battait contre les fachos en France. Donc ça a toujours été là. Lorsque j'arrive sur RFI, le 13 mars 1995, lorsque je lance l'esprit de la génération consciente, en 91, j'ai sorti un album de musique baptisé Génération consciente. Donc c'est pas en arrivant sur RFI que mon militantisme... Au contraire, je me suis dit, là, je vais pouvoir exprimer pleinement mon militantisme. Bon, au départ, à RFI, ils ne m'ont pas vu venir. Ouais, parce qu'ils ne pas pour qui se battre. Mais j'étais menacé souvent de perdre ma place. François, on ne sait pas pour qui se battait. Envoyez l'insulte à ce mec. Et pour rebondir sur ce que Brice disait, il a parlé de longévité. Je voulais rajouter également fidélité. Fidélité à ce média. Oui. Pourquoi parce que moi, je dois beaucoup quand même à RFI. Je réalise mon rêve grâce à RFI. Depuis 2-3 ans, certaines personnes me disent sur les réseaux sociaux, oui, tu devrais quitter RFI et aller. Je lui dis, allez où? La bonne question. Je vais où? Mais je dois beaucoup à ce média-là, je respecte ce média-là. Lorsque certains disent que ce média est la voix de la France, je leur dis, ça veut dire que vous n'écoutez pas suffisamment la radio. Moi, je connais certains responsables politiques français qui me disent, oui, RFI nous tape tout le temps dessus. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et je peux comprendre, hein, parce que la liberté d'expression, ça veut dire quelque chose en France. Malheureusement, parfois, la liberté d'expression, elle permet aussi à certains Français d'exprimer leur racisme. Alors que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit en France. Dans la loi, le racisme est un délit. Et donc, cette liberté d'expression-là, elle existe, elle est réelle. Si moi, je peux parler sur RFI et dire ce que j'ai à dire, moi, je suis un humaniste à côté de ça. Je suis un humaniste, je suis un universaliste, je ne suis pas du tout, je suis pas quelqu'un qui est refermé sur lui-même, refermé sur sa communauté, sur son peuple, sur son identité. Je me sens palestinien lorsque je vois ce qu'on fait aux Palestiniens. Je me sens juif lorsqu'on attaque un juif. Je me sens Rohingya lorsqu'on attaque des Rohingyas. Je suis l'universel, comme disait Césaire, et comme l'a très bien traduit plus tard également Édouard Glissant. Donc, je dois beaucoup à ce média-là. Je suis très heureux d'être sur ce média. Je ne pense pas que je ferai 30 ans quand même sur ce média. Je pense qu'à un moment donné, je vais m'arrêter. C'est pour ça que j'ai beaucoup de jeunes autour de moi parmi mes chroniqueurs, parce que j'aimerais bien voir l'une ou l'un d'entre eux prendre... Et même à côté de ça, à propos d'initiative, il y a également la radio que vous créez avec certains, Tropic FM, avec vos copains. Alors que j'ai vendu. Ah oui, finalement. J'ai vendu avec... moi, j'ai créé cette radio-là parce que j'étais persuadé que dans 10 ans, j'allais faire évoluer la communauté afro de France. C'était ça mon projet. Okay. Et ça a été une success story dès le départ, qui a très bien fonctionné, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, l'état d'esprit et tout cela. Et puis, je me suis entouré de 2 personnes qui sont mes amis. Mon réalisateur de RFI de l'époque. Patrick Lemur. Patrick Lemur, exactement, que tu connais, que vous connaissez. Et puis, et Stéphane Mouangué, qui était un vieux copain, qui était comme un frère, donc des gens en qui j'avais totalement confiance. Bref, je ne vais pas revenir sur l'épisode. J'ai fait une mauvaise association. En décembre 2019, j'ai vendu. C'est terminé, c'est fini, mais ça reste une belle aventure. Mais je suis sur un autre très gros projet. Oui, ouais, justement très gros projet que j'ai envie de savoir, est-ce que vous prévoyez peut-être dans un futur plus ou moins proche ou lointain, déménager, vous installer sur le continent, et si oui, où? Faut arrêter de lire tout ce que je publie sur mes réseaux sociaux. Mais en ce moment, le climat en France est tel... C'est la première fois de ma vie, en cette année 2021,
que je me sens mal dans le pays dans lequel je suis né et dont je porte la nationalité. C'est-à-dire qu'il ne correspond plus aux valeurs, même s'il y a toujours eu des problèmes de racisme, de discrimination et autres, de sexisme et tout cela. Et donc, aucune société n'est parfaite, donc on se bat. Mais pour la première fois, j'ai le sentiment de ne pas être à ma place. Alors, je ne laisserai personne dire si je suis à ma place ou pas, ça c'est sûr. Parce qu'il va falloir combattre, parce qu'il y a des afros qui sont français. Il n'y a pas de couleur pour être français. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur pour être français. Et donc, je m'interroge. L'âge qui est le mien aujourd'hui, où faut-il que je sois? Et il y a un proverbe rwandais qui dit « Va là où on aime ta danse ». I love it. Après les images de la dernière danse. I love it. We love Je suis pas it. sûr qu'il y ait un grand ça, mot. Oui, love it. Brice, c'est pas sympa. Non, C'est pas bien. Il va se rattraper. Je vous rattrape. Avec vous, Bleu. Oui, alors la Côte d'Ivoire, depuis l'année 2019, le terrain, en tout cas dans sa phase active de libéralisation de son espace audiovisuel. Et en tant que producteur audiovisuel, comment vous appréciez l'évolution de toutes ces chaînes de télé, de ces offres éditoriales, partout, ici et ailleurs, par exemple? Et Comment vous peut-être appréciez tout pour ça? faire la chaîne secrète, est-ce qu'il y a un projet Est-ce que de ce gros production projet n'est Voilà. pas en relation avec justement le secteur audiovisuel ivoirien, hein? La télé. Non. Où on aime votre danse. Oh, c'est gentil. Elle, au moins. Je vais Et, utiliser la fin de l'émission. alors non, c'est vraiment panafricain. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, mais je vais aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, pour moi, lorsque je suis sur un plateau en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas de différence avec un plateau en France. Et ça, c'est extraordinaire. L'histoire de la télévision en Côte d'Ivoire est très jeune au regard de l'histoire de la télévision française. Et ça, c'est dû à des femmes et à des hommes de talent, mais pas seulement. Pas celles et ceux qui font de la télévision, mais ceux qui également ont en charge les politiques médiatiques, culturelles et autres. À quel moment on se dit, on doit pouvoir, nous, écrire nos propres histoires dans nos propres médias, montrer qui nous sommes. À quel moment on construit les imaginaires de celles et ceux qui nous regardent? Ça se passe grâce à la culture, ça se passe dans les médias. Et lorsque l'on vous voit sur le plateau, eh bien, ceux qui vous regardent disent « Mais moi, j'ai envie de leur ressembler, quoi. J'ai envie d'être comme eux, j'ai envie d'être brillant comme eux, j'ai envie de… » Et on a besoin de ça. Et c'est en cela, par exemple, que, moi je dis souvent à RFI, je dis qu'il faudrait qu'il y ait plus d'afro sur l'antenne de RFI parce que le phénotype, l'identification, elle est importante pour construire nos imaginaires. Donc moi, je suis émerveillé par ce que je vois. Et ça, en l'espace de… Effectivement, donc 2019-2021, mais en l'espace même de 5-6 ans, beaucoup de choses ont changé. C'est extraordinaire, en termes de qualité. Très bien. Claudie, homme de culture, homme de médias, producteur, engagé. Chanteur. Chanteur aussi. Danseur. Merci. Un petit peu, à un moment, là, certains te l'ont reproché, vous l'ont reproché. Oui. Politique, un tout petit peu, Oui. flirtant avec les politiques. Ça a été une aventure, c'est quelque chose à quoi on devrait s'attendre pour la suite. On ne sait jamais de retrouver Claudie dans un prochain… Il n'y a pas très longtemps, j'ai refusé quelque chose parce que ça me paraissait important. Je pense que je suis à un âge où créer peut-être mon propre mouvement citoyen et parti politique en France, ça a du sens. Et c'est ce que je suis en train de faire avec d'autres. On est en train de travailler autour de ça. Et je pense que d'ici 2022, je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle, mais 2022, voilà, permettre à des jeunes également qui ont des choses à dire, d'exister à travers un mouvement qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ça déjà pour moi c'est important. Lorsque j'ai accepté d'être délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en 2011, je l'ai fait après avoir hésité durant 2 mois. Je disais aux conseillers du président Nicolas Sarkozy, non, non, non. Alors certains ont pensé que c'était un ralliement politique à Nicolas Sarkozy. Non, il est président de la République. Il y a des problématiques réelles d'inégalité de traitement envers les originaires d'outre-mer en France. À quel moment je continue à être juste ce militant qui, comme je le disais à l'époque, qui envoie des pierres contre les murs de la citadelle? Ou à quel moment j'accepte de dire, je vais entrer dans la citadelle et je vais voir ce que je peux faire? C'est pour ça que dans mon dernier rapport, je dis que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et que les originaires d'outre-mer sont fondés à demander une évolution statutaire qui va de l'autonomie à l'indépendance. Donc je ne regrette rien et on a fait des choses et on a dit des choses assez dures à l'État et c'était mon rôle. Je n'étais pas au gouvernement, je ne siégeais pas au gouvernement et je voudrais, parce que moi je suis quelqu'un d'honnête, lorsque j'ai accepté, j'ai dit je veux définir ma feuille de route et je ne veux pas participer à l'élection présidentielle. Et ce que l'on m'a promis a été respecté. Voilà. Alors Claudie, comment voyez-vous l'Afrique de demain?
sur les questions de démocratie, par exemple, de développement économique, de développement du système éducatif? Je pense que l'Afrique a tort, depuis très longtemps, d'avoir... je ne parle même pas des constitutions, parce qu'on sortait de la colonisation, donc les constitutions étaient forcément calquées sur les constitutions de l'ancienne puissance coloniale. Mais l'Afrique a tort aujourd'hui de mettre en place des politiques souvent calquées par mimétisme sur ce que fait la France. Lorsqu'il y avait le septennat en France, au début de la démocratie, après le sommet de la Baule, on était sur un septennat en Afrique. Lorsque la France est passée au quinquennat, en Afrique, on est passé au quinquennat. On n'est pas au même niveau de développement. Il faut plus de temps aux femmes et aux hommes qui sont en fonction pour bâtir un pays, pour construire un pays. C'est pour cela, moi, je ne suis pas pour les dictatures, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a un moment donné dans l'histoire d'un pays où il y a des hommes qui restent longtemps au pouvoir et qui construisent leur pays. Et puis il y a des hommes qui restent longtemps au pouvoir et qui ne font rien si ce n'est piller le pays. Voilà. Donc je pense qu'il faut être capable de se dire aujourd'hui, on doit réfléchir à des démocraties qui nous ressemblent. C'est ça. Moi, je suis pour la démocratie, évidemment. Mais à quel moment on s'inspire aussi de nos sociétés ancestrales pour venir nourrir cette démocratie-là? À quel moment on est capable de ça? Est-ce qu'on est encore juste formaté comme d'anciens colonisés? Ou est-ce qu'on est capable de se dire, nous aussi, on va inventer un monde? On est capable d'inventer un monde et d'apporter tout ça dans la corbeille de l'humanité. Très bien. Vous dites, si on vous disait archive du jour, 27 avril 1848, vous répondez? Je réponds seconde abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, Victor Schœlcher, évidemment, c'était les Amis des Noirs, mais aussi et surtout celles et ceux qui ont résisté, c'est-à-dire les esclaves eux-mêmes qui ont résisté à l'esclavage. 27 avril est une journée importante, qui est beaucoup de choses. La mort de Kwame Nkrumah en 72, et puis des anniversaires également, la disparition également de la veuve de Martin Luther King, enfin voilà. Très bien. C'est une date importante. On va regarder une vidéo. On va la regarder et puis après on va la commenter. Ah, c'est une image. Oh non. Oh non. Mais c'est bien, ça va, là, ça va. Mais donc tout était calculé. En fait, Attention, vous avez vu le pas ou pas? faut jamais faire confiance à Willy Dambeau. Willy, il a vendu la mèche. Attention. Mais On là, a je déconne encore. l'exclusivité. Mais pourquoi je... C'était pas les bons pas. C'était pas les bons pas. Willy, mon frère. Mais non, mais il fait Willy, des mon celui-là. frère. Non mais ça se voit, en tout cas, que vous êtes un vrai danseur. Oh, Non, ça se so- voit. Je suis Ça, c'est désolée. Non, oui, ça se va, voit. ça va. D'accord. Non, Ça non, se voit. non. Brice, jusqu'à... Il y a encore 2 ans, je faisais le grand écart, Voilà. sans échauffement. Waouh. Est-ce que tu peux? Si D'accord. effectivement. L'as-tu déjà fait un jour? Une fois. Si on doit suivre le conseil, le soi-disant proverbe rwandais, je ne sais pas si vous allez vous retrouver avec une patrie dans ces prochaines années. Franchement. Je dis, ça a été un vrai bonheur. Ai-je le droit de... Est-ce que maintenant je peux lui balancer mon nom au visage? C'est possible ou pas? Bonne télé. Merci. À la main, On est très heureux de Merci vous recevoir sur infiniment. notre plateau. Et Ouais. puis, Live TV, c'est la maison. Vous revenez quand vous voulez. On est toujours très heureux de te recevoir. Enfin, vous recevoir. Il va falloir qu'on arrête ça. Oui, c'est bon. Il va vraiment falloir qu'on arrête cette affaire-là. Merci Edith, merci Serge, merci Sophie, Rayana, merci Rayana, merci Mélissa et toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter donc d'excellents programmes sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.